Bonsoir. Pourquoi ce tour de vis sur la laïcité? En fait, on va y aller étape par étape. Dans les garderies, pourquoi vous êtes arrivé à la conclusion là, que c'était nécessaire d'aller plus loin? Permettez-moi juste un petit détour pour dire que la laïcisation, là, la laïcité, on l'a commencé dans les années 60, là, avec la fin des cours classiques. Après ça, avec la transformation des commissions scolaires catholiques et protestantes. Après ça, avec les accommodements raisonnables, la loi 21. C'est un peu l'aboutissement de ce parcours-là là, qu'on vit aujourd'hui avec ce nouveau projet de loi. Je tiens à le remettre dans un contexte historique. Après ça, allons-y sur chacune des mesures. Vous me parlez des garderies. Bien, je pense que c'est normal que lorsqu'il y a l'argent de l'État, que ce soit un CPE ou une garderie qui est subventionnée, bien, ça vienne avec les conditions de l'État et donc dans le respect des principes de la laïcité de l'État. Donc, pas de part de symboles religieux pour les personnes qui travaillent dans ces institutions-là. Et le droit acquis, comment ça fonctionne pour les dates, là? Les gens qui nous écoutent, qui travaillent dans une garderie, ceux qui sont déjà à l'emploi pourront garder, si c'est le cas, un voile, par exemple? Oui, écoutez, on peut souhaiter que les gens retirent un symbole religieux le temps qu'ils travaillent puis le remettent après, là, si ça leur chante. Mais le principe du droit acquis, c'est celui qu'on applique depuis le début dans nos lois. Donc, à partir du dépôt de la loi, donc aujourd'hui, les gens qui étaient déjà à l'emploi ont ce droit acquis-là. Les gens qui seront embauchés à l'avenir n'auraient plus ce droit acquis-là. C'est comme ça qu'on a fonctionné aussi en 2019 avec la loi 21 pour, par exemple, le port de symboles religieux pour les enseignants et enseignantes dans nos écoles. Très bien. Ce qui, à mon avis, est peut-être l'élément le plus nouveau, j'allais dire, c'est les écoles privées religieuses. Vous dites, elles vont perdre graduellement leurs subventions. Première question de base. On parle, entre autres, des écoles juives. Il y a des écoles aussi musulmanes. Il y en a combien? On parle de combien d'écoles religieuses comme ça, là? J'ai pas fait un dénombrement parce que ça évolue dans le temps. Plusieurs écoles qui ont été fondées par des congrégations religieuses il y a des décennies, sinon presque même des siècles. Au départ, là, c'était des frères, c'était des sœurs qui enseignaient. Puis après ça, bien, il y avait des laïcs. Après ça, ils enseignaient la religion. Puis maintenant, des fois, il y a une chapelle qui est plus trop utilisée. Puis c'est tous des laïcs qui enseignent. Il n'y a que le nom qui est religieux. Dans d'autres cas, ils ont gardé le nom, mais ils font un peu de pastoral. C'est très difficile. Ce qu'on dit en réalité, là, c'est que dans 3 ans, parce qu'on va sanctionner la loi quelque part en 2026, là, si elle est adoptée, on présume que oui, donc à partir de l'automne 2029, 3 ans plus tard, eh bien, pour conserver leurs subventions, les écoles privées au Québec devront dire, bien, moi, je sélectionne pas les élèves en fonction de leur religion, j'embauche pas les enseignants en fonction de leur religion, et je n'enseigne pas la religion, je fais pas de rituel, de prière, de ci, de ça, pendant les cours. On peut faire une activité le soir, comme on fait du soccer, on peut aussi faire de la religion, mais c'est pas normal que l'État finance de manière durable la séparation des élèves en fonction des religions. Quand on veut faire du vivre ensemble, on ne finance pas la séparation des gens en fonction de leur religion. Donc, ce que vous dites, là, pour être clair, là, c'est que ça ne touche pas, ça ne va pas toucher les collèges privés, comme que ce soit Brébeuf à Montréal, Collège Notre-Dame, c'est des frères, Brébeuf, c'est des jésuites. Ce n'est pas ça que vous visez. De toute façon, ils ne sont plus religieux, ces écoles-là. Vous visez les écoles traditionnelles. Je parlais des écoles juives, parce qu'on sait qu'il y en a à Montréal. Et ils ont 3 ans pour s'ajuster, sinon, il n'y a plus un sou qui s'en va dans ces écoles-là. On avait déjà essayé de leur obliger à donner le corpus traditionnel avec plus ou moins de succès. C'est ces écoles-là que vous avez en tête, là. Bien, celle-là ou d'autres, là, en réalité, toutes les écoles, à terme, pour recevoir de l'argent public, là, des écoles privées subventionnées, devront répondre aux critères que je vous ai énoncés, ce que je viens d'expliquer. Il y a des écoles qui, graduellement, là, se sont détachées du religieux, même si il peut y avoir une croix ou un symbole religieux dans le béton à l'entrée, mais ça, c'est rendu patrimonial. Bon, mais on comprend, là, de nos jours, là, qu'on ne veut plus taxer les Québécois, prendre l'argent, puis après ça, subventionner la transmission de la foi. On n'est plus là. Très bien. D'ailleurs, votre collègue, à l'époque, Drainville, avait eu beaucoup de difficultés à imposer un corpus à certaines écoles religieuses, puis, parce qu'elles donnaient des cours de religion dans le jour, puis... alors, en principe, ça devrait, d'ici 3 ans, régler aussi ce problème-là, parce qu'ils n'auront plus d'argent de l'État, là.
Mais c'est ça. Mais c'est pas interdit de transmettre, d'enseigner la religion aussi. Mais au Québec, là, toutes les écoles publiques, privées subventionnées ou privées sans aucune subvention, doivent enseigner 100 du programme de formation, cours de français, sciences, maths, histoire. Ça, c'est pas négociable. Et je sais, parce que j'y ai été, que le ministère de l'Éducation a les moyens de faire appliquer ces mesures. Mais drôlement, on n'a jamais le nombre de ces écoles-là. Mais ça, c'est correct. Avançons, parce que vous avez été titulaire, effectivement, de l'Éducation. Par ailleurs, M. le ministre, il y a des choses que vous avez mises dans cette nouvelle loi sur les menus. La commission qui s'était penchée, là, le groupe de travail qui s'était penché sur la laïcité, avait trouvé un cas d'une garderie à Québec où il y avait un menu halal, donc pour les musulmans, puis tous les enfants étaient, entre guillemets, obligés de s'y soumettre, mais un seul cas. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que l'État québécois s'est rendu qu'on doit légiférer sur les menus, M. le ministre? Bien, gouverner, c'est prévoir. Et puis, j'ai une loi ici qui vient compléter la loi précédente que j'ai adoptée au printemps, là, la loi sur notre modèle d'intégration de la nation québécoise, qui vient définir c'est quoi notre contrat social du vivre ensemble. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que dans une école privée, subventionnée, dans un hôpital, bref, dans un lieu public, bien, c'est pas normal que 100 du menu soit un menu traditionnel, religieux, puis que les Québécois n'aiment même pas le choix. Je vous entends, normal qu'il n'y mais ait pas le choix. Ça n'existe pas. Ah, bien, tantôt, on m'a posé la question. Par exemple, l'hôpital général juif, d'après moi, en ce moment, ils servent un menu qui est inspiré là, des traditions juives, je pense, qui est cachère. Ça ne sera pas interdit. Mais on va juste dire qu'on ne peut pas obliger tout le monde à manger ce menu-là, parce que c'est pas tout le monde qui veut nécessairement ça. Donc, il faudra offrir au moins une alternative. C'est pas normal. Mais il y a les deux à l'hôpital juif. Bien, tant mieux si c'est le cas. Il y a les deux. Il y a le choix pour ceux qui veulent manger cachère, puis il y a le choix qui veulent manger... Parfait. Appelons ça normal, là, ou peu importe. OK. Et assurons-nous que c'est pareil dans toutes les garderies, dans tous les CPE. Voilà. Même remarque pour les prières de rue. Je veux dire, là, à un moment donné, devant la basilique Notre-Dame... il y a eu, oui, pendant quelques samedis, des prières, mais on ne peut pas dire qu'à Montréal, on se bouscule sur des prières de rue. Là. Encore une fois, vous le savez, on vous l'a beaucoup souligné, est-ce qu'on n'est pas en train de régler des problèmes qui n'existent pas? Bien, vous savez, M. Roy, si on le fait alors qu'on est au début de quelque chose, les gens disent, bien, il n'y en a pas tant que ça. Si on attend, les gens vous êtes en réaction à la crise. Alors, je pense qu'il faut prendre la température de l'eau, puis dire, est-ce que c'est comme ça qu'on vit au Québec? Est-ce que c'est comme ça qu'on veut continuer à vivre au Québec avec des gens qui, sans préavis, prennent possession de la rue, bloquent la circulation, transforment la rue, le trottoir, le parc en lieu de culte? Moi, je pense que c'est non, puis on légifère dans ce sens-là. M. Robert, je vous laisse aller, mais avant de vous laisser aller, hier, Jacques-Audrey Charbonneau, ma collègue, a refait un dossier allant interviewer, non pas des politiciens, là, mais des gens touchés, qui ont peur d'être exclus, d'être envoyés, parce que le programme du PEC a été aboli. Souvenez-vous, le premier ministre avait dit à l'époque, on va faire preuve d'humanité, puis ceux qui parlent français, ceux qui résident au Québec, ceux qui se sont intégrés au Québec, on va donner un droit grand-père, droit acquis, peu importe. Est-ce que... Je vous repose la question. Je vous avais posé la question sur une infirmière de Sherbrooke qui craint encore, elle était là hier à l'Assemblée nationale, de devoir quitter. Est-ce qu'on ne peut pas, pour ceux qui sont francisés au Québec, dire très bien, on regarde ailleurs? Bien, je veux dire qu'on regarde ailleurs, je suis pas certain. Là, on a eu des gens qui sont arrivés par centaines de milliers dans les dernières années. Donc, il faut faire attention. Vous faites référence à une déclaration du premier ministre, je pense en 2019, parce qu'il y avait eu une politique où on disait on change le programme, puis on repart à zéro. Donc, on élimine les dossiers là, qu'on a reçus, on repart à zéro. Même si vous aviez soumis quelque chose, là, resoumettez. On ne fait pas ça. Tous les dossiers préalablement reçus dans l'ancien programme vont être traités selon les critères de l'ancien programme. C'est important de le dire. Les nouveaux dossiers, les personnes qui n'ont pas soumis vont soumettre dans le nouveau programme. Et ce qu'on privilégie, c'est les gens qui sont ici, sur le territoire québécois. Ça donne bien, ils sont ici. Les gens qui travaillent, parfait. Les gens qui parlent français, évidemment. Des gens qui ont un diplôme du Québec,
idéalement, on va privilégier ça, ou des gens là, qui font réellement, qui gardent vivantes des entreprises en région. On va en prendre d'autres, mais je vous dirais que ça, c'est nos critères principaux. Et là, il y a des gens qui s'inquiètent, disent « Serais-je choisi? » Bien, on va commencer les invitations dans les prochaines semaines, puis il y a des gens qui vont se mettre à recevoir des bonnes nouvelles, mais je ne peux pas garantir que tout le monde sera sélectionné. Je ne peux pas faire cette garantie-là, M. Roy. Non, mais tout le monde, c'est beaucoup. Mais je veux dire, les gens, vous le Voilà. savez comme moi. Voilà. OK, on va en reparler parce que... Oui, on va en absolument, reparler. avec plaisir. Très bien. Jean-François Roberge, ministre responsable de la laïcité et ministre de l'Immigration, de la francisation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.